Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'inquiétante progression du feu en Corse, 5000 hectares de forêt brûlées, des incendies sans doute d'origine criminelle. De nouveaux renforts devraient arriver demain sur l'île. Jean-Pierre Chevènement en désaccord avec le processus de Matignon pourrait quitter le gouvernement. Hypothèse vraisemblable, mais rien n'est joué avant la rencontre à venir avec Lionel Jospin. Un mois après le drame du Concorde, cérémonie de recueillement à Gonesse. Pour la première fois sur les lieux de la catastrophe est venue d'Allemagne les familles des victimes. La disparition d'Odette Joyeux à l'âge de 85 ans, épouse de Pierre Brasseur, mère de Claude. Elle s'est illustrée dans le cinéma d'avant-guerre avant de devenir écrivain. Mais ouvrons d'abord ce journal par ce qui apparaît ce soir comme une catastrophe écologique. Les forêts corses brûlent au centre de l'île. Plus de 5000 hectares de pinèdes décimés par le feu. Et comme si la canicule et la difficulté d'accès ne compliquaient pas suffisamment la tâche des pompiers, voilà que le vent pourrait souffler en rafale dans les heures qui viennent. À cela, ajoutons l'origine vraisemblablement criminelle de la plupart des feux, attisant la colère des secours et des habitants. D'abord, premier front de ces brasiers à Vivario, en Haute-Corse, où quelques 300 pompiers supplémentaires devraient venir en renfort demain. Reportage Nathalie Jourdan et Virgile Liado. C'est sa maison qui est menacée. Les pompiers sont à 2 pas, occupés à maîtriser des flammes qui menacent une autre habitation. Alors les gens du village se mobilisent. On fait un petit pare-feu pour essayer de ralentir la marche du feu. C'est votre maison qui est en bas? Non, c'est pas la mienne, mais c'est un gars de mon village, un ami. Le feu s'approche encore. Les pompiers ont maîtrisé le foyer voisin. Ils peuvent maintenant prendre le relais. Ils savent appliquer au bon moment les bonnes solutions. Donc il ne faut pas s'affoler. Les gens n'ont pas le même sang-froid vis-à-vis du feu et ils s'affolent un peu. Bon, je crois que là, ils donnent un coup de main aux pompiers. Bon, c'est très bien, c'est la moindre des choses. La maison sera épargnée, mais la forêt brûle toujours. Vivario, Muratiol, mais aussi Tatonne sont encore sous la menace des flammes. L'incendie progresse lentement, mais le périmètre touché est vaste. La végétation est très dense et l'accès difficile. Les pompiers doivent attendre que le feu vienne à eux. Les moyens aériens ont beau les épauler lorsqu'ils ne sont pas engagés ailleurs en Corse. Rien n'y fait. C'est pas un problème humain. Bon, c'est réellement un problème d'accès lié au relief spécifique. Donc si vous voulez 2 fois plus de moyens, ça ne veut pas dire 2 fois plus de résultats ici. Les 300 pompiers présents sur le terrain n'ont pu empêcher 1800 hectares de brûler. Sur le front depuis plusieurs jours, les hommes commencent à montrer des signes de fatigue. Il faudra faire avec. Le vent est annoncé dans la soirée. La nuit sera longue. Deuxième centre de préoccupation des pompiers qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours, dans la vallée de la Restonica. Là aussi, c'est le feu qui gagne. 1600 hectares détruits malgré le travail de quelques 250 hommes sur le terrain. Le brasier ne progresse plus, mais les foyers se consument toujours. Et en direct de Vivario, nous retrouvons le commandant Louis-Jean Olivier. La nuit est en train de tomber. Quelles sont les difficultés à venir pour les équipes sur le terrain ? Oui, les difficultés prévisibles, elles sont d'abord d'ordre météorologique, puisqu'on nous annonce un vent d'ouest assez fort à partir de peut-être cette nuit et plus sûrement demain dans le milieu de matinée. Et ensuite, la nuit, d'un côté, nous apporte un petit peu d'éléments positifs avec sa fraîcheur, mais elle nous complique parce que simplement on a des difficultés accrues d'accès à cause de la visibilité. Lancez-vous ce soir un appel à la bonne volonté de ceux qui pourraient vous apporter assistance et de quelle façon? Oui, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, la lutte contre l'incendie est devenue quand même assez technique. On emploie des techniques un petit peu particulières. Donc si vous voulez, on ne peut pas intégrer la population de but en blanc dans une lutte contre l'incendie. Par contre, elle nous aide beaucoup par les apports en ravitaillement de personnel et en accueil, en hébergement qu'elle nous procure ici sur Vivario. Alors l'origine de ces incendies serait vraisemblablement criminelle. Vous avez différents indices qui accréditent cette thèse? Écoutez, objectivement, moi j'ai pas, les éléments objectifs plutôt qu'on peut donner, c'est que le départ d'incendie s'est situé
dans un massif forestier, donc en dehors des voies de circulation habituelles. Bon, donc on ne peut pas trop imaginer que ce soit involontaire, hein. Il a fallu transporter une matière en ignition à l'intérieur d'un massif forestier. Donc de ce point de vue-là, c'est très probablement involontaire. Une dernière question, d'autres renforts devraient arriver dimanche soir. Est-ce que ça veut dire que ces incendies ne sont pas en passe d'être maîtrisés? Ils ne sont pas maîtrisés, effectivement. Ils sont susceptibles toujours de reprendre, bon, notamment à cause du vent annoncé. Quant à l'arrivée de renforts, viendra aussi à point nommé pour permettre de reposer les personnels qui sont engagés ici depuis plusieurs jours, qui ont besoin d'être un petit peu relevés. Bon courage à vous et à vos hommes, et merci, commandant, d'avoir répondu en direct à nos questions. Toujours en Corse, cet attentat à l'explosif à la mi-journée à Bastia, sans gravité, sans faire de blessés. Une charge qui était placée contre le bâtiment de la direction départementale de l'équipement à exploser. Pas de revendication. Ces locaux, à plusieurs reprises, avaient déjà été la cible d'attentats. Il s'agit, depuis l'approbation des propositions de Matignon, du 4e attentat, depuis donc le 28 juillet dernier. L'imminence de l'éventuel départ de Jean-Pierre Chevènement du gouvernement active ou réactive soutien ou interrogation quant au bien fondé précisément du processus de Matignon sur l'avenir de la Corse. Et cette question était bien évidemment au centre des débats lors de l'université d'été du Parti communiste dans les Bouches-du-Rhône. Thierry Clopeau, Cédric Picot. À Port-de-Bouc, ce matin, Jean-Claude Guessot, ministre communiste, n'a pas eu le loisir de s'apesantir sur sa cravate vantant les mérites des vins français. À peine arrivé, entre deux séances de travail sur le développement durable, militants et sympathisants n'ont pas manqué de le questionner sur le départ de plus en plus probable de son collègue de l'Intérieur. Lionel Jospin, hier, avait conseillé à ses ministres de se taire sur le sujet. À ses universités d'été, Jean-Claude Guessot a dit ce qu'il avait sur le cœur. Ce sera une absence et un manque par rapport à une équipe, qui est plurielle, avec ce que cela signifie à la fois de diversité, mais aussi par rapport à une cohérence, justement. Les 4 représentants communistes du gouvernement soutiennent officiellement les accords de Matignon sur la Corse. Mais pour eux, un départ de Jean-Pierre Chevènement serait un crève-cœur, une entaille dans l'unité gouvernementale de la gauche plurielle. Je crois que Jean-Pierre Chevènement représentait un poids, une diversité dans la gauche plurielle, et ce qui faisait aussi son originalité. En tout cas, pour ma part, je souhaite qu'il reste, même si ça demeure de plus en plus hypothétique. Robert-Rue, rentré tout juste de ses vacances dans le Lot, ne partage pas les craintes républicaines de Jean-Pierre Chevènement. Pour lui, les accords de Matignon ne sont pas un danger pour la République. Je vois dans la position de Jean-Pierre Chevènement un blocage au processus qui peut s'engager. Et je pense qu'il y a là une attitude statique qui me semble qu'il faudrait dépasser de la conception de la République. Demain, pour son discours de rentrée, Robert-Rue n'évoquera pas devant les militants le cas Chevènement. Il s'appliquera à démontrer que le choix communiste de l'abstention pour le référendum du 24 septembre sur le quinquennat est un bon choix pour la France. La position tranchée de Jean-Pierre Chevènement, qui rejette donc les accords de Matignon, est désormais soutenue, cette position, par un autre ministre du gouvernement, en la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui est en charge de l'enseignement professionnel. Dans une tribune parue aujourd'hui dans l'hebdomadaire Marianne, il affirme haut et fort « plutôt perdre la Corse que la République ». Le chef de file de la gauche socialiste dit refuser aux porteurs de cagoules qu'ils réussissent aussi à pourrir la cohésion de la gauche avec ce qui n'est qu'une déplorable singularité insulaire. Fin de citation. Dans l'opposition, Charles Pasqua fait sa rentrée en tirant à boulet rouge sur le dossier corse. Le processus de Matignon, selon lui, est antidémocratique et anticonstitutionnel. Et Charles Pasqua de proposer ses propres pistes. Nous l'écoutons. Il faut que chacun se rende compte que ce processus doit être réintégré dans les voies démocratiques normales. Si Jospin veut aller plus loin, il faut un débat à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il reçoive mandat. D'autre part, il faut dissoudre l'Assemblée de Corse, qui est une assemblée qui a des pouvoirs administratifs et qui n'a pas de pouvoir politique. Et après, on y verra plus clair.
Politique enfin avec ce sondage à paraître demain. Jacques Chirac gagne 1 point, Lionel Jospin en perd 5. Selon le sondage IFOP pour le journal du dimanche, 61% de Français se déclarent satisfaits du président de la République, soit 1 point de plus qu'en juillet, et 53% d'opinions favorables vont au Premier ministre au lieu de 58 le mois dernier. Un mois après la catastrophe du Concorde et à la demande des familles, les parents des victimes venant d'Allemagne se sont recueillis à Gonesse, brisés par l'émotion de se retrouver pour la première fois sur les lieux du drame. Stéphane Breitner, Luc Bachofen. Ceux-là sont restés seuls avec leur douleur. D'autres, prostrés de longues minutes devant la terre où ont péri les leurs. C'était cet après-midi à Gonesse. Pour la première fois, les familles des victimes ont pu se recueillir sur les lieux de la catastrophe. Ils étaient déjà venus le lendemain du crash, mais sans pouvoir s'approcher si près. Pendant 3 heures, de petits groupes se sont succédés à l'intérieur des palissades. Pas de fleurs, juste un moment de recueillement. Depuis hier soir, 80 proches sont réunis dans un hôtel de Roissy. Les familles en ont profité pour faire connaissance, mais aussi pour s'organiser en vue de la longue bataille juridique qui les attend. C'est dans l'action en commun que nous aurons les meilleurs résultats, tant du point de vue des investigations et de la recherche de la vérité auprès du juge français qu'auprès des juridictions internationales et américaines, peut-être, pour la recherche des meilleurs dommages et intérêts. Les familles vont également recevoir des précisions sur l'avancement de l'enquête. Depuis 4 jours, les experts ont quitté les lieux après un mois de fouilles. Le périmètre restera désert, mais sous surveillance pendant plusieurs années, dans le cas de contre-expertise ou de recherche complémentaire. Dorénavant, tout le monde attend le rapport préliminaire du bureau enquête accident. Il sera rendu le 31 août. On devrait alors connaître avec plus de précision le scénario du crash qui a coûté la vie à 113 personnes. Autre scène de souffrance au Caire, la douleur des familles devant les cercueils rapatriés après le tragique accident de l'Airbus A320. Mathias Silian. Pour les familles des 56 victimes rapatriées à bord de cet appareil, la douleur est intense. Elle devient insupportable quand les corps de leurs proches sont chargés à bord de ces ambulances. Entourés des familles en pleurs, les cortèges funèbres se sont lentement dirigés vers les mosquées de la capitale égyptienne. Là, les proches des passagers de l'Airbus de la Gulf Air se sont recueillis en silence. Dernière étape de la procession, les cimetières du Caire où les victimes du crash ont été inhumées. Une fois identifiés, les corps de 7 autres Égyptiens devraient être rapatriés de Bahreïn. La Gulf Air a promis une première indemnisation de 150 000 francs à chacune des familles. Certaines d'entre elles se sont dites choquées que l'on puisse estimer ainsi le prix d'une vie humaine. En Australie, un peu plus de 15 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, un éventuel projet d'attentat contre un réacteur nucléaire à Sydney aurait été déjoué. Une opération terroriste attribuée au tristement célèbre Ben Laden. Jérôme Benny. C'est la centrale de Lucas Heights, près de Sydney, qui aurait été la cible d'un complot terroriste préparé à partir de la Nouvelle-Zélande. La police néo-zélandaise avait découvert des indices inquiétants en mars dernier chez des réfugiés afghans. Nous avons trouvé une carte de Sydney où la situation de la vieille centrale nucléaire était clairement indiquée, ainsi que les chemins d'entrée et de sortie. C'est le New Zealand Herald qui a révélé l'affaire. Le quotidien évoque une connexion avec l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Oussama Ben Laden, cet ancien milliardaire saoudien réfugié en Afghanistan qui serait derrière les attentats contre des ambassades américaines en Afrique de l'Est il y a 2 ans. Ces informations inquiètent les riverains de la centrale, située près d'un quartier d'habitation avec plusieurs écoles. Les autorités australiennes, elles, restent sereines, affirmant que les dispositions sont prises pour protéger les Jeux Olympiques de toute menace venant de la terre ou de la mer. Au moment où il est beaucoup question de production pétrolière et de prix du baril, avec les augmentations que l'on connaît à la pompe, au Maroc, l'annonce de la découverte de pétrole et de gaz en très grande quantité dans le sud-est du pays. Une nouvelle d'importance que nous commente Bernard Lebrun.
Malgré la date, jour du 46e anniversaire du départ en exil de son grand-père, aucun Marocain ne s'attendait ce dimanche à voir le roi à la télévision. Pour une surprise, c'en fut une, et une très bonne. Je suis heureux de pouvoir t'annoncer, cher peuple, la découverte de pétrole et de gaz en quantités importantes dans la région de Talsit. En clair, le Maroc, pays émergent, a rejoint par ce discours le club très fermé des monarchies pétrolières. 3 jours plus tard, tapis et goumiers sont déployés dans le désert. Sa Majesté Mohamed VI inaugure le premier puits de ce gisement providentiel. Mais question, cet unique forage à 3600 mètres qui ne sera exploitable qu'en 2003, pourra-t-il, comme annoncé, couvrir la consommation du Maroc pendant 20 ans? Il y a une découverte, c'est sûr. Ce qui n'est pas sûr, bien sûr, c'est encore trop tôt de le dire, c'est l'importance de cette découverte. Alors évidemment, il faut encore d'autres forages, d'autres travaux d'exploration pour déterminer l'ampleur. Au premier plan de l'actualité, le pétrole. La fièvre pétrolière s'est emparée de la France et de l'Afrique du Nord. Tout en poursuivant ses recherches, le Maroc commence à recueillir les fruits de 20 années d'efforts. En 1954, sa production atteignait 120 000 tonnes. Et ce n'est qu'un début. Mais ce fut une fin. En 1956, l'indépendance mit un terme à l'exploitation française. 45 ans après, ce sont les Américains qui explorent et exploiteront ce nouveau scandale géologique après le phosphate du sous-sol marocain. Oui, les Français, enfin, vous savez, parce qu'en France, finalement, il y a 2 groupes pétroliers, il n'y a pas plus. Alors qu'il y a plusieurs dizaines de sociétés pétrolières américaines. Si les Français n'ont pas cherché au Maroc, c'est pour la première raison que je viens de rappeler, c'est-à-dire le temps du Maroc, quand il était indépendant, les Français étaient beaucoup plus intéressés à chercher le pétrole chez eux, en quelque sorte, c'est-à-dire en Algérie. Département français d'Algérie. Exactement. Nous n'avons que des moutons à offrir et heureusement pas de pétrole, disait ironiquement le roi Hassan II. Mais la providence et le changement de la fiscalité pour les compagnies étrangères auront suffi pour transformer l'ironie en aubaine économique. Le Maroc importe 7 millions de tonnes de brut par an, 50 millions de barils, soit une facture pétrolière de 10 milliards de francs, l'équivalent de 17 Airbus A300 flambant neufs. Mais aussi l'équivalent de millions de robinets pour l'eau courante, de centaines d'immeubles au confort moderne pour éradiquer enfin les bidonvilles du pays. Du désert a jailli la richesse, qui demain peut-être recouvrira la misère. En Algérie, nomination d'un nouveau Premier ministre remplaçant Ahmed Ben Bitour démissionnaire. C'est un proche du président algérien qui a été nommé. Il s'agit d'Ali Benflis. Aux Philippines, les 2 hommes faisant partie du groupe des rebelles détenant les otages et qui avaient été arrêtés hier, ces 2 hommes ont été relâchés sous caution alors que des négociations se poursuivent dans l'hypothèse d'une prochaine libération. Dès demain, en effet, les négociateurs devraient rencontrer à Jolo les ravisseurs. En France, une nouvelle opération marquant le mécontentement des marins-pêcheurs étouffés par la hausse des prix du gazole. D'abord en Vendée, où ils ont bloqué la gare des Sables-d'Olonne pendant près de 2 heures, obligeant à rester à quai un TGV qui faisait route vers Paris. La circulation a été rétablie en fin d'après-midi. Par ailleurs, dans l'eau, d'une dizaine de bateaux de pêche ont bloqué le port de Port-la-Nouvelle. Autant de démonstrations auxquelles il faut ajouter celles des agriculteurs qui à leur tour manifestent contre la hausse brutale du prix du carburant. Hier soir à Bordeaux, la coordination rurale menait une opération péage gratuit. Éric Perrin. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Coordination rurale. On manifeste contre l'augmentation des prix des carburants. Vous pouvez passer ce soir, c'est gratuit. Après les marins-pêcheurs, les agriculteurs font entendre leur voix contre la hausse du prix de l'essence. L'opération péage gratuit, hier soir, près de Bordeaux, était organisée par la coordination rurale. Soutenus par les marins-pêcheurs, les agriculteurs ont trouvé également chez les routiers une oreille attentive, car toutes ces professions se retournent inquiètes vers le gouvernement. Nous, on est obligés de subir, malheureusement. Ils ne peuvent rien faire devant les compagnies pétrolières, devant les gros trusts. Et ça, malheureusement, ce sera toujours comme ça. Si Michel Delaperrière, agriculteur, est venu manifester, c'est avant tout pour expliquer à quel point la flambée du prix des carburants touche sa profession. À la tête d'une exploitation de 100 hectares dans le Lot-et-Garonne, Michel a sa propre pompe, car du carburant dans l'agriculture, on en utilise beaucoup. Un tracteur comme ça, en période de gros travaux, c'est 25 litres à l'heure, soit pour 10 heures, 250 litres par jour.
Tracteurs, moissonneuses, récolteuses, machines diverses, Michel utilise chaque année 22 000 litres de carburant. Le prix du litre ayant plus que doublé en un an, sa facture est passée de 50 000 à 100 000 francs. Une augmentation des charges que les agriculteurs mettent en parallèle avec la baisse des prix agricoles. Il faut savoir qu'il y a 10 ans de ça, il fallait 1,5 kg de blé pour acheter 1 litre de fioul, et aujourd'hui, il faut 5 kg de blé pour acheter ce même litre de fioul. Donc une augmentation intolérable. Le nombre de mécontents suit la courbe du prix de l'essence, en hausse constante. Le gouvernement sait qu'il doit trouver une parade dans ce dossier qui risque d'occulter les bonnes nouvelles comme une possible baisse des impôts. Au début du mois d'août, le ministère de l'Agriculture reconnaissait que quelques 46 hectares de soja génétiquement modifié étaient cultivés dans le pays. Les agriculteurs avaient jusqu'à hier pour détruire ces plantations. L'exemple ce matin, dans une ferme de Charleval, dans les Bouches-du-Rhône, 3 hectares ont été éliminés, une opération soutenue par la Confédération paysanne. Tragique fait divers à Lille. 2 enfants âgés d'1 an ont trouvé la mort dans l'incendie qui a ravagé l'appartement dans lequel ils se trouvaient en compagnie de 2 autres petits âgés de 4 et 5 ans. Ces 2 enfants sont dans un état critique. Les raisons du drame sont encore inconnues. Sur la route des vacances, dernière journée de départ et de retour, avec bien sûr de nouvelles recommandations de prudence pour les automobilistes. Dès ce matin, un accident en Charente sur la Nationale 10 a provoqué la mort de 3 personnes et faisant 2 blessés légers. Une collision entre 4 voitures a été provoquée par le dépassement mal calculé d'un des véhicules. La Nationale a été coupée, une déviation mise en place. Par ailleurs, en Maine-et-Loire, 4 personnes sont mortes, 5 autres blessées dans un accident près de Cholet. Vous l'avez tous constaté, le marché des portables en France est en plein essor. On atteindra bientôt les 25 millions d'abonnés. Mais ce succès s'accompagne en proportion d'un nombre croissant d'impayés, au point que les critères de sélection des opérateurs devenus méfiants se durcissent. Laetitia Legendre, Alain Locaccio, Daniel Lévy. Pas toujours facile d'ouvrir une ligne quand on veut s'abonner pour un mobile. Depuis quelques mois, les opérateurs se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis de leurs nouveaux clients. Avec l'explosion du marché, les mauvais payeurs ont aussi considérablement augmenté. Pour se protéger, les opérateurs mettent en place certains critères de sélection confidentiels. Les critères qu'appliquent les opérateurs, on ne les connaît pas. C'est un peu leur boîte noire et c'est leur savoir-faire. Nous, on n'y a pas accès. La seule chose, c'est qu'on constate à un certain moment que certains clients qui auparavant passaient sont refusés. Service client itinérisme, Mohamed. Pour se prémunir des impayés depuis 1997, certains opérateurs ont souscrit au fichier Préventel sur lequel les mauvais payeurs sont référencés. Près de 700 000 particuliers. Si d'autres critères de sélection interviennent, ils sont, selon les opérateurs, purement administratifs. Ce sont des critères factuels sur des pièces des clients. Ce ne sont jamais des contrôles sur les personnes. Il n'y a aucune exclusion de personnes et il n'y a aucun critère secret et qui serait employé par derrière. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un durcissement, simplement il y a une plus grande efficacité sur les clients qui n'ont pas réglé leur facture. Déjà, le concurrent SFR vient de modifier ses conditions générales d'abonnement. Les nouveaux clients qui ne règlent pas par prélèvement automatique devront verser 1 500 francs de caution. Les associations de consommateurs ont eux aussi constaté cette réticence vis-à-vis des personnes à risque. Les adolescents, par exemple, ça c'est une population qui est regardée d'assez près. Peut-être aussi des gens qui voyagent beaucoup. Bon, on imagine bien quelles sont les populations à risque. La question est de savoir s'il y a une vraie transparence, si on avertit bien le client au moment de l'achat. Fini le temps où les opérateurs rivalisaient pour attirer tous les clients. Désormais, il existe des bannis du portable, comme les interdits bancaires. Seule solution pour eux, les cartes pour mobile prépayées. L'extraordinaire prouesse des images virtuelles au point que les industriels les utilisent pour asseoir leurs décisions. Plus vrai que vrai, l'envol de Boeing ou comme si on y était, la conquête de la planète rouge. Patrice Pelé. Depuis plusieurs mois, il est en test. Cet avion de chez Boeing a déjà été catapulté à partir de plusieurs porte-avions. Il a volé au-dessus du désert et a participé à des manœuvres avec les Marines. C'est une belle histoire, le problème, c'est que tout est faux. Cet avion n'existe pas. Ces images sont virtuelles. La preuve, voici le véritable avion dans son état actuel, c'est-à-dire sans les moteurs. Les images virtuelles, les industriels adorent. Avant même la construction, ces vidéos donnent à l'acheteur une assez bonne idée de ce que sera le futur produit.
Alors, bienvenue dans le 747-400 Stretch, le plus gros avion de Boeing. Dans ces alcôves, de véritables lits pour les premières classes. En seconde, pas de changement, on serre les coudes comme toujours. Chez Airbus, le virtuel on connaît. Voici la salle de gym du futur A3XX. Un magnifique zoom arrière nous fait découvrir l'avion qui ne volera qu'en 2005. Entre la vraie situation et le virtuel, c'est maintenant pratiquement la même chose. On vole en formation entre copains et on attaque l'ennemi sans faire de mort. La future station internationale est déjà terminée et habitée virtuellement. Pourtant, elle ne sera achevée que dans 4 ans. Pourquoi s'obstiner à aller sur Mars? C'est déjà fait. Sans le dire à personne, une équipe d'astronautes européens a déjà foulé le sol de la planète. Qui peut encore en douter? Venons-en maintenant à nos chances de médaille aux Jeux Olympiques de Sydney. La discipline reine pour la France est sans conteste l'escrime, qui nous a déjà rapporté 99 médailles. À quelques jours de l'ouverture des Jeux, présentation de la botte secrète, une équipe qui fera mouche en passant la barre de la centaine. Nathanaël de Rinxin, Patrick Desmeli. C'est un des gros chantiers de l'été. Malgré les apparences, à 3 semaines des Jeux, les escrimeurs français sont prêts à rééditer à Sydney leur performance d'Atlanta. 7 médailles, dont 2 en or, les Français ont une recette olympique. On a des méthodes de travail, on a une rigueur dans le travail qui fait que c'est vrai que depuis 4 ans, on surfe pas mal sur la vague, mais le surf c'est dangereux, il ne faut pas tomber. En France, l'escrime est le premier pourvoyeur de médailles olympiques. 99 en un siècle, les 13 tireurs engagés à Sydney dans les compétitions individuelles sont tous motivés à l'idée d'être le 100e médaillé de l'histoire. À l'entraînement, la compétition a déjà commencé. On sent bien que les gars rentrent dans un état d'esprit beaucoup plus compétitif et on s'aperçoit que là, sur cette rencontre-là, on peut demander à un moment donné si on est qu'un entraînement ou la compète, mais de toute façon, les partenaires que j'ai en face, ils n'ont qu'une envie, c'est de taper les 3 qui vont au jeu, c'est tant mieux. Une campagne olympique réussie et c'est toute l'escrime française qui progresse. En 1996 à Atlanta, les 2 titres conquis par Laura Flessel ont eu en France des répercussions aussi immédiates qu'inattendues. La fédération a connu dans l'année qui a suivi Atlanta un accroissement de son nombre de licenciés important, 25%, qui n'a pas été uniquement un feu de paille, puisque les licenciés sont restés, le nombre de licences est resté à peu près stable entre les Jeux Olympiques, et on espère bien refaire un bond après Sydney. Les escrimeurs français aux Jeux Olympiques, c'est comme un bon film qui sort tous les 4 ans. Du suspense, de l'émotion, des jolies filles et de belles victoires. Sur les écrans le 16 septembre, succès garanti. En football, après plusieurs semaines de pourparlers, l'attaquant international de Bordeaux, Sylvain Wiltord, a finalement signé au club d'Arsenal. Le président des Girondins de Bordeaux a confirmé cette information, mais s'est refusé à commenter le montant et la durée du transfert. Je vous propose à présent ce reportage inédit en Chine. Ce reportage concerne une espèce ô combien emblématique pour le pays, mais en voie de disparition. Il s'agit des fameux pandas qui ont tant de mal à se reproduire. Reportage Isabelle Béchler. À la naissance, ils pèsent toujours moins de 200 grammes, alors que leur mère atteint souvent les 160 kilos. Rejetons à la survie précaire d'un ours en voie de disparition, les pandas sont rarement conçus dans la joie de vivre. La future maman est anesthésiée pour que les vétérinaires puissent entrer en jeu. Pas de rut, pas de cours nuptial, pas d'accouplement. Ici, on parle sperme congelé, paillettes, canules, microscope. La nature n'a qu'à bien se tenir. C'est notre 3e insémination cette année ici. Les mâles ne s'intéressent pas à cette femelle, rien à faire. La seule solution, c'est de l'inséminer. Elle s'appelle Mei Mei, c'est-à-dire fleur de prunier. Elle a déjà eu des petits une fois l'année dernière. Le professeur Li est à la pointe des techniques d'aide à la procréation. En captivité, dès qu'une femelle atteint l'âge requis, elle est mise à contribution pour tenter de sauver la race. Résultat, des petits comme ceux-ci, 8 mois seulement. Quand c'est l'heure de boire leur lait, ils se réjouissent. Ils viennent nous chercher en faisant ouin, ouin, ils quémandent et nous supplient avec des cajoleries. Et ils sont drôlement craquants, même s'ils n'ont pas été conçus dans la tendresse. L'Institut de Chengdu étudie la fertilité des pandas en captivité et tente d'améliorer l'espèce via l'ADN. Pour les généticiens, sans éprouvette,
point de salut. Lors des inséminations, nous mélangeons le sperme de plusieurs pandas et jusqu'ici, on ne savait pas duquel les petits provenaient. En étudiant l'ADN, nous parvenons à éliminer les risques de consanguinité. En plus d'être peu fertiles, les pandas se nourrissent de 4 espèces de bambous seulement, rien d'autre. Mais allez savoir pourquoi ils se laissent mourir, même en liberté, et rechignent tant à se reproduire. La question obsède autant les scientifiques que l'inéluctable d'une baleine qui s'échoue. Le gros problème est le rétrécissement de l'habitat naturel des pandas. Avant 70, il restait aux pandas plus de 40 000 km² de milieu naturel. Aujourd'hui, c'est la moitié. La population est tombée en dessous de 1000 individus et puis le panda mâle est très difficile. Même avec plusieurs femelles à sa disposition, les accouplements sont très rares. On peut se demander pourquoi la Chine a pris comme mascotte le seul animal qui n'aime pas assez la vie pour la perpétuer, qui est si difficile qu'en l'absence de son bambou préféré, il est capable de se laisser mourir de faim. Un animal joueur, certes, mais à la libido dangereusement déprimée. Voilà une mascotte bien étrange pour un pays obsédé par son image et son développement. Le monde du cinéma endeuillé. L'actrice et écrivain Odette Joyeux s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de Pierre Brasseur, la mère de Claude. Le nom d'Odette Joyeux évoque d'abord le cinéma d'avant-guerre, sans oublier les ouvrages sur la danse. Évocation avec Pierre-Emmanuel Luneau. C'est joli ça. Ah oui, une chose très jolie. Jolie, vive, charmante, Odette Joyeux fut peut-être la première des actrices françaises à donner autant de profondeur à ses personnages de jeunes filles et de débutantes. Elle disparaît. Il suffit de souffler dessus. Adieu, Cécilia, mon amour. Odette Joyeux naît à Paris en 1917 et grandit auprès d'une mère qui la contraint très tôt à la danse classique. Je ne pouvais pas m'astreindre à l'effort quotidien, tous les jours. Quand on danse pas, on perd, on fait des progrès, on est rouillé, enfin, non. Et alors, à la première occasion, qui était la plus belle d'ailleurs, j'ai eu ça a été la grande chance de ma vie, c'est ma rencontre avec Jouvet et Giraudoux, et qui m'ont complètement désorientée de la danse, évidemment, en me faisant découvrir le monde du théâtre, de la littérature, de la poésie, tout ce à quoi j'aspirais. Vous venez ici avec une scène que vous n'avez pas réglée? Qu'est-ce que ça signifie? Auprès de Marc Allégret et surtout de Louis Jouvet, elle continue d'apprendre son métier de comédienne au point de devenir, pendant la guerre, l'actrice fétiche du cinéma français. Elle tourne alors avec les plus grands, Claude Autant-Lara et plus tard Max Ophuls. Vous répéterez toutes les deux, hein? Isabelle? Oh, maître, moi je veux bien. Et toi, Cécilia? J'aimerais mieux donner autre chose. Mais Odette Joyeux fut une autre rencontre importante dans sa vie, celle de Pierre Brasseur, avec qui elle se marie et à qui elle donne un fils, Claude Brasseur. Avec succès, Odette Joyeux avait pris la plume et continué son métier de comédienne au théâtre. Odette Joyeux s'est éteinte, elle avait 85 ans. Aux États-Unis, celui qui avait donné vie à Donald Duck, le dessinateur Carl Barks, est décédé à l'âge de 99 ans. Il aura offert rêve et poésie à plusieurs générations qui se retrouvent autour du petit canard au caractère détestable, célèbre dans le monde entier, aussi célèbre que Mickey. Dominique Barouche. Il s'en est fallu d'un rien pour que Donald Duck rate sa carrière. À ses débuts en 1933, il n'est qu'un palmipède juste capable de cacter. Puis arrive au studio Disney un dessinateur ancien bûcheron, Carl Barks. Un an plus tard, c'est lui qui donne à Donald sa famille et sa voix. Mais Barks n'est alors ni célèbre comme Donald, ni riche comme l'oncle Picsou. Oui, j'aurais aimé avoir autant d'argent pour m'y plonger jusqu'au cou, ou bien pour m'en asperger. La fortune, le dessinateur l'amasse après sa retraite en 1966. Abandonnant le crayon pour les pinceaux, il peint Donald et sa bande, justement. C'est Donald qui fait vendre mes toiles. Si je peignais Bugs Bunny, personne n'achèterait. Et puis Donald, c'est mon personnage. Sacré personnage. À côté du gentil Mickey, Donald est irascible, égocentrique et vantard. Des défauts qui ont justement permis à des millions de gens de s'identifier au palmipède et sa fiancée Daisy. Carl Barks vient de décéder dans l'Oregon à 99 ans. Donald lui doit un sérieux coup de pouce. Cinéma avec la sortie de Oh Brother des frères Cohen, en vedette la coqueluche actuelle George Clooney pour ce remake très personnel de l'Odyssée d'Homère. Pascal Deschamps, Nathalie Gallet.
Lorsque le beau Georges décide de se jeter à l'eau, cela peut donner en pleine tempête. Ça donne aussi cette collaboration inattendue avec les frères Cohen, tête de file du cinéma indépendant américain. Quand il a dit oui, il savait simplement qu'il allait jouer Ulysse, revu et corrigé, transformé en bagnard évadé dans les années 30. Say, any of you boys, Smithies? Or, if not Smithies per se, were you otherwise trained in the metallurgic arts before straitened circumstances forced you into life aimless wanders? Quand ces deux-là vous proposent un film, vous sautez dessus. Vous n'hésitez pas. En fait, j'étais très étonné qu'ils pensent à moi. Je tournais Les Rois du désert en Arizona quand ils ont débarqué à Phoenix. Ils m'ont apporté le scénario. On s'est assis tous les trois et ils m'ont dit « Est-ce que ça vous dirait ?» Moi j'ai dit « Ouais, vous voulez lire le scénario? Pas la peine. » Scénario brillant, dialogue ciselé, sans cracher dans la soupe, Georges Clooney reconnaît qu'il n'a pas toujours été aussi gâté. Croyez-moi, c'est très dur de jouer quand le scénario est mauvais, très dur. Ça vous est déjà arrivé? Oh, la plupart des films que j'ai faits, certainement. J'ai aimé Out of Sight et Les Rois du désert, ce sont de bons films. Je trouve En pleine tempête très bien. Le pacifiste, c'était pas terrible, hein? Ah, celui-là, je ne l'ai ni aimé ni détesté. Mais Batman, c'était vraiment nul. Certes, Georges Clooney n'a pas eu à Cannes le prix d'interprétation qu'on lui promettait. Mais il prouve avec ce rôle qu'une star du petit comme du grand écran peut soutenir un cinéma différent. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. L'inquiétante progression du feu en Corse. 5000 hectares de forêt brûlées, des incendies sans doute d'origine criminelle. De nouveaux renforts devraient arriver demain sur l'île. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h50 Fort Boyard, animé par Sandrine Dominguez et Jean-Pierre Castaldi. 0h50 le dernier journal Ève Métais. Demain midi, Géopolis, présenté par Claude Sérillon, sera consacré à l'Amazonie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.